Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. Aujourd'hui, premier épisode de notre saga qui va nous conduire tout l'été autour des écrans et de nos enfants. Sujet sensible. Parce que s'il y a un sujet sur lequel je pense que tous les parents sont en difficulté, c'est bien la consommation des écrans de leurs enfants. Il faut dire que c'est un sujet qui déchaîne les passions, qui divise même au sein des professionnels de santé et qu'il y a des tas de personnes qui donnent leur avis ou leurs sentiments, leurs ressentis sans forcément qu'il y ait de base scientifique claire et voire même certains qui ont des propos carrément contradictoires. Alors forcément, en tant que parent, ça rend les choses très confuses et ce n'est pas si simple d'y voir clair. Il y a eu un tas de livres, d'ouvrages, de webinaires, de vidéos. Pas facile de faire le tri. Alors aujourd'hui, épisode 1, de quoi on parle? Notre société est remplie d'écrans et leur utilisation a explosé avec la sortie des smartphones, sans parler de la crise Covid. Personne n'y échappe, ils sont utilisés partout et par tout le monde. On en a dans la vie personnelle évidemment, mais aussi au travail, à l'école, dans l'espace public. Et d'ailleurs, c'est principalement utilisé par nous, les adultes, avant d'être utilisé par les enfants. En quoi c'est un problème? Eh bien, parce qu'on voit se développer chez nos enfants des retards de certaines acquisitions, ou des difficultés, ou même des problèmes de santé qui pourraient être potentiellement en lien avec une trop forte exposition aux écrans ou un mésusage. C'est un peu comme le soleil, quoi. Si on s'expose trop ou aux mauvaises heures, eh bien on prend des coups de soleil. Je vous propose du coup dans cette série de vidéos des clés de compréhension, des explications que j'espère claires et surtout des données pour essayer d'éviter tout ça. Chez l'humain, il y a deux périodes de vulnérabilité importantes du développement cérébral. D'abord le tout petit, parce qu'en plein développement, et l'adolescent parce que baigné d'hormones. Le cerveau est particulièrement sensible dans ces périodes-là et bingo, les fabricants ne s'y sont pas trompés et le marketing est particulièrement fort autour des enfants et surtout des ados. On essaie de vendre aux parents des applications et jeux éducatifs pour rendre leurs enfants plus intelligents et on essaie de vendre aux ados des applications, des jeux et des réseaux sociaux évidemment avec des systèmes notamment de récompense pour les maintenir connectés le plus possible. On s'est tous fait avoir et bon nombre de parents offrent à leurs enfants ce type de jeu en croyant bien faire, en toute bonne foi. Sauf que ce marketing a des limites et que peut-être que les arguments avancés ne sont pas tout à fait corrects. C'est important, je pense, de comprendre le système dans lequel on est. Et système qui est assez complexe. Parce que pour informer, il faut d'abord être informé pour ensuite pouvoir donner des explications claires à nos enfants et nous-mêmes ne pas être trop dupes de ce qu'il se passe. Il y a d'abord les algorithmes. Ils sont là pour nous faire consommer le plus possible, entraîner ces comportements répétitifs et nous garder connectés le plus longtemps possible et le plus souvent, tout en apportant toujours plus d'informations personnelles et voire même d'argent. C'est comme ça que les fournisseurs et les fabricants gagnent de l'argent, en nous gardant le plus connectés possible avec cette consommation de l'attention. Et ils utilisent toutes les stratégies possibles et les biais cognitifs connus pour presque, je dirais, nous manipuler de façon très fine et nous garder connectés. Bon, après, il faut se détendre. On a tous scrollé sur les réseaux sociaux, on a tous binge-watché des séries sur nos plateformes préférées, et c'est pas la fin du monde. Mais je trouve qu'être conscient de ces pièges permet de mieux comprendre, éventuellement faire des ajustements et de pouvoir essayer d'en éviter certains. Et surtout de pouvoir informer correctement nos enfants. C'est ça l'éducation au numérique et l'accompagnement que l'on peut faire, être éduqué soi-même pour pouvoir éduquer nos propres enfants et essayer d'éviter certains pièges. Oui, parce que réfléchir à la consommation d'écran de nos enfants, c'est aussi réfléchir à notre propre consommation. Et ça, c'est moins drôle. Est-ce que vous savez combien de fois un adulte regarde son smartphone par jour? C'est une étude récente qui l'a montré et c'est assez incroyable. Alors, combien de fois? Oui, même pour regarder l'heure. 220 fois par jour. Hallucinant. Mais quand on y réfléchit, ouais, quand même.
Et quand on est scotché à un écran, ce sont les interactions qui en pâtissent, les interactions avec les autres, mais aussi les interactions avec nos enfants. Et pourtant, notre attention, notre disponibilité et ces interactions sont essentielles au bon développement psychomoteur et émotionnel de nos enfants. Et rappelez-vous que les enfants nous imitent, c'est coquinou. Alors fais ce que je dis mais pas ce que je fais, vous oubliez, ça ne marche pas. Donc oui, si on veut réguler la consommation de nos enfants, il va falloir aussi réfléchir à réguler notre propre consommation. Et puis, il faut sortir de la problématique du seul temps d'écran. Il faut aussi s'intéresser au contenu de ce que regardent nos enfants. Comme il faut adapter le discours à l'âge et la maturité des enfants. Chaque âge, sa problématique, on ne peut pas faire de recommandations globales. Alors, on oublie le contrôle parental strict, ça n'a aucun sens, interdire tout le temps. Non seulement ça n'a pas de sens, mais en plus les enfants sont bien plus doués que nous pour déjouer tous les interdits et ça leur donnera encore plus envie d'y aller. Tablons plutôt sur l'éducation et l'accompagnement des enfants dans ce monde numérique. Et là, nous avons tous un rôle à jouer. On parle beaucoup des effets négatifs de la surexposition des enfants aux écrans et de leur mésusage, qui donnent probablement de nombreuses problématiques. Mais on parle de quoi? On parle de consommer trop longtemps, de consommer trop souvent, consommer des contenus inadaptés à l'âge et la maturité de chaque enfant. C'est de ça dont on parle, et pas d'un petit épisode de dessin animé de temps en temps, ou d'une visio ou d'un Skype avec les grands-parents qui habitent loin. Avec l'avènement des neurosciences et des études scientifiques, on a de plus en plus de données qui arrivent et qui sont plutôt sur des versants d'effets potentiellement négatifs. Mais c'est encore assez complexe à analyser et il y a beaucoup de facteurs confondants qui font que la relation claire entre les effets des écrans sur le développement, c'est pas si simple à démontrer. Peut-être d'ailleurs parce qu'on ne sait pas encore tout et qu'il faut justement prendre le temps de ces analyses pour que les analyses soient pertinentes, correctes et avec des conclusions qui soient fiables. Attention aux idées reçues, aux commentaires, aux ressentis ou aux impressions cliniques. Fin mai 2024, un groupe d'experts commandité par l'Élysée, le gouvernement, a rendu un rapport sur les effets probables des écrans sur le développement des enfants et leur santé. Ils ont fait un énorme travail de synthèse sur l'état actuel des connaissances et ont fourni ainsi des recommandations concrètes, plutôt assez pertinentes et qui impliquent tout le monde. Ce rapport a été rendu au gouvernement, à voir maintenant ce qu'il en ressort. Je l'ai lu en détail et je l'ai trouvé très clair, bien écrit, très pertinent et je vous mets les liens évidemment en description si ça vous dit d'aller farfouiller dans ces écrits. En tout cas, il a la volonté de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de partager les responsabilités. Et ça fait du bien. Parce que, enfin, on sort les parents de cette culpabilité qu'ils sont les seuls impliqués dans la consommation des écrans de leurs enfants et les seuls responsables de leur régulation. Non, ça implique tout le monde au sein de notre société. Je vous mets également pas mal d'autres liens en description de sites internet, de documents ou de livres extrêmement intéressants et pertinents. Beaucoup de praticiens et de professionnels de santé, notamment de l'enfant, ont tiré la sonnette d'alarme depuis des années sur les effets potentiellement négatifs de la consommation, de la surexposition aux écrans sur le développement psychomoteur, psychique et émotionnel des enfants. Mais sans réelle preuve, sans études pour le prouver. Ce sont des impressions qui ne sont pas forcément fausses, mais il fallait pouvoir les statuer. Et ça, en fait, c'est pas si simple. Ce n'est pas si simple d'incriminer directement et uniquement la consommation ou la surexposition aux écrans dans les difficultés éventuellement de développement ou d'acquisition chez les enfants. Parce qu'il y a plein de facteurs confondants. Le milieu de vie, le niveau socio-économique, l'environnement dans lequel l'enfant grandit, et puis les alternatives qu'on va lui proposer à la place des écrans. Tout ça joue aussi sa part. Alors, de quoi on parle ? Quand on parle d'écran, on parle de quoi? On parle de la télévision, mais on parle aussi des tablettes, des téléphones, des ordinateurs, des smartphones et maintenant aussi des montres connectées, sans parler de tous les appareils qui sont en train d'apparaître sur le marché. Vous savez, les casques de réalité virtuelle ou les trucs comme ça. On n'est pas au bout de nos surprises. Bref, on est déjà dépassé. Un foyer français aujourd'hui possède en moyenne 10 écrans.
Eh ouais, mais comptez, c'est pas si délirant. Les 7-12 ans ont en moyenne 1,6 écrans par enfant et 35% d'entre eux ont un smartphone. Les 13-19 ans ont 2,9 écrans par personne et 89% d'entre eux ont un smartphone. Bon, en sachant que les adultes, c'est plus de 90%. En moyenne, les enfants commencent à naviguer sur Internet et le plus souvent malheureusement seuls, vers 6 ans et demi. Mais oui, vous savez là, les YouTube Kids et compagnie. Et l'âge d'acquisition d'une console de jeu ou d'une télé personnelle, c'est entre 9 et 10 ans. Et le portable, smartphone, arrive entre 9 ans et 11 ans et demi. Sur les études menées auprès des enfants depuis le début des années 2000, on a montré qu'un enfant de 3-6 ans passait en moyenne 2 heures par jour devant un écran. Pour les un peu plus grands, c'est 3 heures par jour, généralement entre 7 et 10 ans. Et pour les préados et ados, c'est évidemment bien plus, jusqu'à des chiffres parfois assez fous. Entre 11 et 18 ans, donc chez les préados et ados, 60 à 70% d'entre eux sont inscrits sur des réseaux sociaux. Et là, ça implique vraiment d'autres problématiques. 90% des 10-17 ans jouent aux jeux vidéo, en sachant qu'il y a aussi un bon nombre d'adultes qui y jouent. Difficile de tout interdire parce qu'aujourd'hui, l'utilisation de ces écrans, ça fait partie de nos vies, de leur vie, et notamment pour les ados, de leurs relations sociales. Et leurs usages ne sont pas forcément négatifs et délétères. On y reviendra. Il y a aussi du positif dans ce qui peut être fait avec un écran. Ce qui est en fait plus inquiétant, c'est quand on interroge les enfants et les ados et qu'on leur demande ce qu'ils savent du numérique, des risques potentiels et des problèmes quand ils surfent sur Internet ou quand ils sont sur les réseaux sociaux. Et là, c'est un souci, parce que ce n'est pas corrélé au temps qu'ils y passent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils passent énormément de temps sur leurs écrans qu'ils comprennent vraiment comment ça marche et qu'ils peuvent en déjouer les pièges. Exit le mythe de digital native. Oui, ils sont nés avec, alors ils savent déjà faire. Mais pas du tout. On doit être éduqués et ils doivent apprendre. Comme nous sommes a priori nés à l'ère de la voiture, il a quand même fallu qu'on passe notre permis de conduire et qu'on apprenne à la conduire, cette voiture. Ou, je ne sais pas moi, on va tous, depuis qu'on est tout petit, à la piscine ou au bord de la mer et on a tous dû apprendre à nager. Eh bien, c'est un peu la même chose. Certes, ils sont nés avec, mais c'est pas pour ça qu'ils savent s'en servir, en déjouer les pièges, en connaître les problématiques, parce que c'est très complexe. Et comme on l'a dit d'ailleurs, les fabricants usent aussi de pas mal de stratégies pour qu'on ne se rende pas forcément compte qu'on est un petit peu manipulé. Il n'y a pas aujourd'hui suffisamment d'éducation au numérique, et ça fait d'ailleurs partie des recommandations principales du rapport d'experts. Et ce qui est très compliqué pour nous, parents, c'est d'apprendre à nos enfants quelque chose sur lequel nous-mêmes, nous n'avons pas été formés ni éduqués et que nous connaissons finalement assez mal. Alors l'apprentissage et l'éducation, c'est pour tout le monde. Il y a d'ailleurs une association avec laquelle je suis en partenariat et je remercie d'ailleurs Marion Haza qui m'a aidé à formaliser tous ces épisodes, l'association Open de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation au numérique qui est adressée aux parents pour justement comprendre ces codes et accompagner les enfants. Très intéressant, évidemment, les liens en description. Il y a aussi le site mpedia.fr qui a tout un programme autour des interactions avec les enfants et justement des écrans que je vous invite à aller regarder. Alors pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui d'avoir des réponses claires et pourquoi même entre professionnels, on n'est pas forcément d'accord ? Il me semblait important d'expliquer ce point pour mieux comprendre le contexte et la problématique dans laquelle on est et pourquoi parfois, en tant que parent, on peut avoir l'impression que les gens nous disent des choses très différentes. Pour tirer des conclusions probantes et claires, il faut faire des études cliniques de qualité. Et ces études, c'est de la recherche. Et la recherche, ça prend du temps. Ça prend du temps de réalisation, ça prend du temps de réflexion et ça prend surtout du temps d'analyse des données pour que ce soit fait de façon pertinente. Pour analyser des données assez fines comme celle-là, il faut avoir un grand nombre de cas, c'est-à-dire un grand nombre d'enfants à regarder. Et ça, c'est pas si simple à organiser. Il y a les études qui sortent actuellement qui donnent des résultats sur la cohorte ELF. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. La cohorte ELF, ce sont des enfants qui sont nés en 2013 et que l'on suit sur tout leur développement. Et aujourd'hui, il y a à peu près un peu plus de 10 000 enfants qu'on étudie.
Donc ça, c'est très intéressant comme type de cohorte. Donc on a regardé la consommation qu'ils avaient sur leurs écrans. Sauf qu'à l'époque, les écrans, c'était quasiment exclusivement la télévision. Et forcément, avec l'avènement des smartphones, on imagine bien que les choses ont évolué depuis. Et que finalement, ces résultats, ils sont presque déjà obsolètes. Et puis, il y a plein d'autres facteurs qui sont impliqués. Et pour vraiment avoir l'effet seul des écrans, c'est très compliqué. Parce qu'il y a aussi le milieu dans lequel l'enfant vit, son environnement, le milieu socio-économique. On sait que ça a un vrai impact sur le développement psychomoteur des enfants et psychique. Il y a les facteurs confondants, les facteurs associés. Et ce n'est pas si simple de tout démêler pour n'impliquer finalement que les écrans. Il faudrait par exemple faire une étude où on a un groupe d'enfants qu'on va faire sciemment, qu'on va surexposer sciemment aux écrans et un groupe qu'on n'expose pas du tout. Ça concrètement, vous imaginez bien que c'est pas faisable. Il faut être vigilant aux conclusions hâtives et aux liens des fois que l'on peut faire entre des données qui sont plutôt finalement des liens de corrélation et pas des liens de causalité. Je m'explique. On voit l'été un pic de consommation de glace. Et on voit aussi un pic de noyade. Et quand on regarde ces deux courbes, des fois elles sont quasiment superposables. Il ne viendrait à personne l'idée de dire que le fait de manger une glace est à risque du coup de se noyer. Parce qu'il y a un troisième facteur dans tout ça. C'est que c'est l'été et qu'il fait chaud, et que quand il fait chaud, on se baigne, donc on est à risque de se noyer, plus que si on ne se baigne pas bien sûr, et que comme il fait chaud, on mange plus de glace. Vous me suivez? C'est la corrélation de ces deux facteurs, mais pour autant, il n'y a pas de lien de causalité entre les deux. Et c'est des fois difficile de faire cette preuve-là. Et aujourd'hui, sur les études qu'on a, on a finalement assez peu de liens réels de causalité. Bon bref, c'est pas simple et je vous propose de développer tout ça dans les prochains épisodes. On va parler du tout petit, de l'enfant et bien sûr de l'ado et puis réfléchir ensemble à tout ce que l'on pourrait mettre en place pour éviter tous les pièges. Quel programme! Allez, restez connectés en attendant.